Donc je réalise que la majorité d'entre vous est clinicien. Là, on va parler de biologie, de mécanisme, c'est vraiment très cellulaire, très moléculaire. Donc je vous invite à m'interrompre à n'importe quel moment si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas. Toutes les questions sont utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Donc ça serait bien. Moi-même, je vais vous en poser des questions, j'espère que vous y répondrez. On va peut-être essayer d'avoir un cours un petit peu interactif, si ça vous intéresse. Donc le contenu de mon cours va s'articuler autour tout d'abord des définitions générales de l'épigénétique. Vous en avez déjà entendu parler ce matin. On vous a parlé de méthylation de l'ADN, méthylation de promoteurs, de gènes qui sont réprimés, qui sont activés. Donc là, je vais essayer de clarifier un tout petit peu ces notions avec un schéma pour vous rappeler ce qu'est l'ADN, pour vous dire ce qu'est la méthylation de l'ADN, quels sont les mécanismes, quelles sont les conséquences. Donc l'épigénétique est relativement complexe, il y a plusieurs types de mécanismes. J'ai essayé de me concentrer sur les mécanismes qui sont les plus connus, qui ont été les plus étudiés. Donc je vais vous en parler. C'est en particulier la méthylation de l'ADN. Donc je vais essayer de vous donner des informations sur à quoi ça sert, comment c'est induit dans les cellules et comment on peut l'analyser. Ensuite, je parlerai d'une autre modification, d'un autre mécanisme épigénétique ce sont des modifications post-traductionnelles des protéines histones. Et je vais également vous parler des ARN non codants. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes diapositives, mais là, il y a un petit décalage. J'espère que ça ne va pas concerner trop des diapositives. Il me semble que j'avais plus de choses sur cette diapo. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez à peu près le contenu du cours. Donc, je vais commencer par certains rappels de base. Enfin, de base. Pour un biologie, ça semble des rappels de base, mais je pense que pour des cliniciens, ça va peut-être faire appel à de vieux souvenirs scolaires. Donc, là, vous avez un schéma d'une cellule. Donc, une cellule, là, je parle de cellules somatiques. Donc, toutes les cellules de l'organisme, sauf les cellules germinales. Donc, chaque cellule, chez les mammifères, chez les eucaryotes, a une membrane extérieure, et un noyau avec une membrane nucléaire. Et elle est très riche en organelles. Vous voyez, on voit les mitochondries, on voit le réticulum endoplasmique qui permet de fabriquer les protéines, donc les mitochondries qui fournissent l'énergie. Et dans le noyau contient les chromosomes, donc le patrimoine génétique. Donc vous voyez là, sur ce schéma, on voit bien donc les chromosomes qui sont là, on ne les voit pas là, c'est pour ça que j'ai rajouté ce petit schéma pour qui l'illustre de façon un petit peu différente et qui donne aussi des notions de taille. Donc les chromosomes, là, qui sont contenus dans le noyau, et si on déroule la chromatine qui compose les chromosomes, donc on déroule la chromatine contient l'ADN, donc vous voyez, ça s'appelle la chromatine, donc c'est comme un collier de perles qui comprend l'ADN qu'on voit là, c'est ce brin. Donc qui contient les gènes, qui entoure des protéines. Ces blocs-là, ce sont des protéines histones. Vous les voyez là également, elles sont plutôt rondes et elles s'assemblent en unités de 8. Et un octamère de 8 protéines, un octamère de protéines histones, lorsqu'il est entouré par l'ADN, forme un nucléosome. Et donc la chromatine, qui constitue les chromosomes, contient tout un enchaînement de nucléosomes comme ça qui sont assemblés, qui peuvent être assemblés de façon très serrée ou très relâchée. Et donc si on continue à dérouler cette structure, donc vous voyez un nucléosome avec l'ADN qui entoure les protéines histones et l'ADN, donc la structure hélicoïdale classique, je pense que ça vous voyez de quoi, enfin vous voyez ces deux brins d'ADN qui sont assemblés et qui se séparent lorsque l'ADN est lu par la machinerie transcriptionnelle pour fabriquer l'ARN. Donc vous voyez tous les différents niveaux, donc niveau cellulaire, niveau noyau. Et dans le noyau, vous avez les chromosomes qui contiennent la chromatine. Donc la chromatine qui est une structure complexe faite d'ADN et de protéines histones qui sont assemblées en une structure très régulière comme ça, qui forment des nucléosomes. Et ces nucléosomes, voilà, donc contiennent cet ADN. Et l'ADN est fait de gènes, donc des séquences qui codent pour des protéines, qui sont les composants moléculaires des cellules.
Et il y a également des séquences qui sont non codantes, qui sont là plutôt pour réguler l'activité des gènes. Donc l'étape suivante, donc vous avez le bagage génétique, donc les gènes, qui sont assez immuables, dont la séquence est constante à travers la vie, à part lorsqu'on est exposé à des carcinogènes, à des UV ou à des agents mutagènes quelconques, qui peuvent induire des modifications, donc des mutations ponctuelles, à part également des réarrangements qui sont naturels, qui se produisent de façon naturelle. L'ADN est capable de se coupe à certains endroits pour se ressouder à d'autres. Il y a également des rétrotransposants qui sont des petites séquences d'origine virale qui sont capables de sauter d'un endroit à un autre dans le génome. Mais à part ces modifications-là, les gènes qui sont contenus dans nos chromosomes, donc dans chacune de nos cellules, que ce soit les cellules de la peau, les cellules du foie, les cellules nerveuses ou les cellules germinales, donc ces gènes sont en général constants. La séquence du génome ne change pas. Et ces gènes sont utiles à la synthèse de protéines, parce qu'on est constitués tous de protéines. Et donc il y a toute une série d'étapes entre l'ADN et les protéines qui passent par une lecture de ce code de l'ADN, qui s'appelle la transcription. Donc on fabrique un brin complémentaire à l'ADN, qui s'appelle l'ARN. Et à partir de l'ARN, donc tout ça, ça se passe dans le noyau. Donc une autre caractéristique des gènes, des chromosomes, c'est qu'ils restent dans le noyau, ils ne bougent pas. Donc si on veut faire des protéines dont on a besoin à l'extérieur du noyau, dans le reste de la cellule, il faut trouver un moyen pour transporter le code génétique à l'extérieur de la cellule. Et ça se produit par la synthèse d'un brin ARN messager, qui est la copie conforme du gène de l'ADN, mais qui, lui, une fois qu'il est synthétisé, va sortir du noyau. Donc cette molécule d'ARN qu'on voit là, donc ça correspond exactement au gène, simplement maintenant c'est mobile, et dans le cytoplasme, on peut l'utiliser pour la lire. Donc on va lire cet ARN messager avec toute une machinerie traductionnelle, donc qui est assez complexe, qui comporte des ribosomes, des ARN de transfert. Enfin, retenez simplement que c'est une machinerie complexe qui va lire cet ARN messager et qui va, à partir de ce code, synthétiser des protéines. Donc on synthétise des protéines à partir d'acides aminés. Donc une protéine contient un enchaînement d'acides aminés. Donc vous voyez ici, le ribosome va se fixer sur l'ARN messager, va lire, admettons, ça correspond pour un acide aminé particulier. L'acide aminé va être apporté par l'ARN de transfert. Cette séquence suivante va coder pour un autre acide aminé qui va être ajouté. Et petit à petit, on va construire une chaîne polypeptidique comme ça, donc une protéine, ou au départ un peptide. Et plus ça s'allonge, plus ça devient une protéine. Et le ribosome va naviguer, va bouger le long de l'ARN messager. Et petit à petit, on va synthétiser une protéine qui va ensuite être libérée dans la cellule. Donc vous voyez toutes ces étapes du gène. Donc il y a une séquence fixe spéciale, chaque gène est unique, à partir duquel un ARN messager va être produit, libéré dans le cytoplasme et utilisé pour la traduction. Il va être traduit en protéines, et les protéines vont ensuite être libérées, elles sont dans le cytoplasme, et vont être utilisées à différents endroits, soit dans le cytoplasme lui-même, soit elles vont revenir dans le noyau, parce qu'on a besoin de protéines aussi dans le noyau, soit dans les cellules nerveuses, vont aller au niveau des terminaisons nerveuses pour permettre la transmission du signal. Donc il y a toute une gamme, il y a des milliers de protéines qui peuvent être fabriquées. Un être humain a environ 20-25 000 gènes qui chacun code pour une protéine différente. Donc chacune de ces protéines passera par cette synthèse, cette usine à fabrication de protéines. Donc voilà pour les petits rappels de notions de base qui vont vous permettre, j'espère, de comprendre ensuite ce que sont les mécanismes épigénétiques. En gros, les mécanismes épigénétiques permettent de contrôler la synthèse des protéines. Donc la quantité des protéines qui sont fabriquées par chaque cellule. Donc l'ADN. L'ADN est une macromolécule relativement longue. Chez l'être humain, elle fait environ 2 mètres. Elle est composée donc c'est un code qui est composé de 4 différents nucléotides. Donc A, C, T, G, adénosine, cytidine, thymidine et guanosine, qui sont liés les uns aux autres pour former ce code génétique. Chaque gène a un code particulier. Donc la séquence de l'ADN représente les gènes,
Donc un gène, la définition d'un gène, c'est une séquence qui code pour une protéine. Mais en fait, dans le génome, il y a très peu de gènes. Il y a beaucoup de séquences intergéniques, donc ce sont des séquences aussi de nucléotides, mais qui ne codent pour rien, qui sont là simplement pour réguler l'activité des gènes. Donc la plus grande partie de nos gènes, du code génétique, du génome, contient des régions intergéniques qui sont régulatrices. Les promoteurs, dont vous avez déjà entendu parler ce matin, une séquence promotrice et une séquence intergénique en quelque sorte qui permet de réguler l'activité d'un gène. Donc dans une cellule, l'ADN peut être dans différents états de condensation. Si je reviens à la première diapositive, vous le voyez déjà un petit peu ici. Là, la chromatine est relativement condensée, les nucléosomes sont serrés. Donc si vous imaginez qu'il faut amener des protéines, de la machinerie pour lire et pour décoder cet ADN, s'il est très condensé comme ça, c'est peut-être pas très favorable. Donc il faut le décondenser, ouvrir le gène en quelque sorte, pour permettre aux différents composants, à l'usine transcriptionnelle, de rentrer et de pouvoir lire cette séquence. Donc l'état de condensation du gène, de l'ADN, est une caractéristique extrêmement importante et c'est un des facteurs, un des paramètres qui est régulé par les mécanismes épigénétiques. Donc l'état de condensation peut être d'un état relâché ou décondensé, ça s'appelle l'euchromatine. Donc ça, c'est un état qui permet à un gène d'être actif. À un état condensé, donc très serré, ça s'appelle l'hétérochromatine, et c'est un état inactif. Vous imaginez qu'un embryon qui est en train de se développer, il y a certains gènes, certaines molécules, certaines protéines qui sont utiles, qui sont nécessaires à un embryon de 2 jours. Et cette molécule-là, une fois qu'on est adulte, n'est plus nécessaire, parce que c'est une molécule de développement. Donc c'est un système qui permet de contrôler au niveau temporel quand une molécule va être synthétisée. Une molécule qui est utile à un stade, chez un embryon de 2 jours, qui n'est plus utile chez l'adulte. Au départ, chez l'embryon de 2 jours, la chromatine, le gène qui code pour cette molécule, va être dans un état relâché, va être accessible à la machinerie de façon à être fabriquée. Et ensuite, chez l'adulte, on n'en a plus besoin, donc la chromatine se referme et le gène n'est plus accessible, le gène n'est plus utilisé, il est inactif. Donc c'est un système qui permet vraiment de contrôler le moment où on a besoin d'un gène ou non. Et tout ça, c'est contrôlé par les mécanismes épigénétiques. Et dans une cellule cancéreuse, qui est une cellule qui redevient à un état qui se développe de façon anarchique, comme pendant le développement, souvent les gènes qui sont à l'état condensé, qui devraient être bloqués, inactifs, parce qu'on n'en a plus besoin, à cause à cause de problèmes épigénétiques, est réactivé de façon pathologique, et ce qui donne lieu à un développement anarchique des cellules cancéreuses. Donc l'état de condensation de l'ADN contrôle l'accessibilité des gènes à la machinerie transcriptionnelle. Donc toute cette série de composants qui permettent de lire l'ADN et de fabriquer de l'ARN messager à partir de l'ADN. Et donc ensuite la libération de l'ARN messager dans le cytoplasme qui permet de fabriquer les protéines. Donc l'état de condensation détermine si un gène est actif ou silencieux. Donc encore une fois, un gène décondensé est accessible et peut être transcrit, il peut être actif, alors qu'un gène condensé est peu ou pas accessible et faiblement ou pas transcrit. Donc l'état de la chromatine est modifié par des mécanismes épigénétiques, essentiellement. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quels sont les facteurs qui entraînent une modification de la chromatine? Qu'est-ce qui permet d'activer les mécanismes épigénétiques qui fassent que la chromatine, à certains endroits, à certains gènes, va être active et à d'autres endroits, va être inactive? Et ensuite, je vous parlerai des mécanismes épigénétiques qui permettent de réguler l'état de condensation. Donc là, vous avez de nouveau un schéma de l'ADN. Et ce qui permet de réguler l'activité des gènes est une combinaison de facteurs génétiques et de facteurs épigénétiques. Donc on a besoin de la séquence des gènes, bien entendu, et on a besoin de toute une série de petites marques épigénétiques, de petits mécanismes qui permettent de réguler l'activité des gènes, comme je viens de vous le dire. Donc ça s'appelle l'épigénome, ou c'est le profil épigénétique. C'est un ensemble de marques épigénétiques dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Je vous ai déjà mentionné la méthylation de l'ADN,
des modifications au niveau des protéines histones et des petits ARN qui sont dans le cytoplasme et dans le noyau. Et en fait, ce qui fait qu'une cellule soit normale ou anormale, ce qui fait qu'un gène soit actif ou pas actif, est contrôlé par une interaction entre les gènes et toute la machinerie épigénétique. Et ces mécanismes-là épigénétiques sont des mécanismes qui sont très variables. Ils varient déjà dans une cellule normale au cours de la vie, et ils sont fortement influencés par les facteurs environnementaux. Bon, ils sont influencés par l'âge. Si vous prenez donc un gène ou le génome d'un enfant à la naissance, et vous prenez le profil épigénétique, c'est-à-dire des petites marques qui sont sur ce gène, vous comparez, enfin vous faites une carte épigénétique d'un enfant à la naissance. Vous prenez à l'âge adulte, cette carte épigénétique va être complètement différente. Vous prenez des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire des jumeaux monozygotes, donc des jumeaux qui viennent du même œuf, qui ont exactement les mêmes gènes. À la naissance, ils vont avoir exactement le même profil épigénétique. Vous les prenez un petit peu plus tard dans leur vie, ils vont avoir des profils épigénétiques complètement différents. C'est-à-dire que même s'ils ont les mêmes gènes, les marques qui permettent d'activer un gène ou d'inhiber un gène vont être différentes, ce qui va leur donner des caractéristiques aussi complètement différentes. Et en tant que médecin, je pense que vous savez que même des jumeaux monozygotes peuvent avoir des susceptibilités à des maladies qui sont différentes. Il y en a un qui peut avoir un cancer alors que l'autre pas. Leurs caractéristiques sont différentes, et malgré le fait qu'ils aient exactement les mêmes gènes. Donc ça, c'est purement dû à des différences de profil épigénétique. Et en tant que biologiste, nous on travaille avec des animaux, des souris, et on travaille avec des souris consanguines, c'est-à-dire des souris qui ont exactement le même patrimoine génétique. On travaille avec des centaines de souris, elles ont toutes exactement les mêmes gènes. Donc c'est un modèle qui est formidable pour étudier les mécanismes épigénétiques, parce qu'on peut s'affranchir des différences génétiques, il n'y en a pas, elles sont toutes les mêmes. Donc les différences qu'on peut voir au niveau comportemental, au niveau capacité de mémoire, sont purement d'origine épigénétique. Donc le bagage épigénétique d'un individu varie au cours de l'âge et varie fortement en fonction de l'exposition aux facteurs environnementaux. Donc ce matin, vous avez déjà entendu parler de produits chimiques, de xénobiotiques, de phytoestrogènes. Il y a des tas de composants dans l'environnement, l'alimentation, le fait de pratiquer du sport, par exemple le style de vie. Tout ça sont des facteurs qui agissent sur notre organisme par le biais de modifications au niveau de l'épigénome. Ça, je laisse de côté parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc là, juste simplement essayer de retenir que, alors que les gènes sont fixes, la séquence ne bouge pas au cours de la vie, l'épigénome, les mécanismes épigénétiques, les marques épigénétiques sont hautement variables. Et qu'on augmente leur variabilité, leur modification par des expositions à des facteurs environnementaux, qu'ils soient bénéfiques ou qu'ils soient négatifs. Sur ce diagramme, vous voyez un petit peu l'influence des facteurs environnementaux sur l'épigénome au cours de la vie. Donc, quelqu'un a dit ce matin qu'il y a certaines fenêtres de susceptibilité. Il y a des moments dans la vie où on est plus sensible aux facteurs environnementaux que d'autres. Et d'une façon générale, c'est pendant le développement. Donc, pendant le développement embryonnaire, donc tous ces stades, des stades de gamètes, donc spermatozoïdes ou oocytes, jusqu'à la naissance. Et les premières années de la vie sont aussi une fenêtre de sensibilité accrue aux facteurs environnementaux. Mais à l'âge adulte ou même à l'âge vieillissant, on est quand même toujours susceptible à des modifications épigénétiques par les facteurs environnementaux. Bon, sur cette diapositive, vous voyez l'ensemble, enfin un résumé des facteurs qui sont les plus qui influent le plus le patrimoine épigénétique. Et l'épaisseur de la barre là, indique le degré d'influence. Donc vous voyez sur les gamètes, les facteurs environnementaux, les expositions hasardeuses ou les expositions aux facteurs environnementaux ont une forte influence sur le patrimoine épigénétique des gamètes. Ça diminue légèrement, mais c'est quand même toujours assez prononcé. Et il y a une augmentation juste après la naissance qui ensuite diminue avec l'âge. Mais ça persiste quand même encore chez la personne âgée. Les facteurs maternels, je vais vous en parler, le soin maternel, tout l'environnement psychologique, l'environnement social, tôt dans la vie, sont des facteurs importants parce qu'ils sont essentiellement liés au stress
Plus tard, dans ma deuxième intervention, je vais vous parler de tous ces mécanismes, comment le stress environnemental, psychologique essentiellement, peut modifier les comportements par le biais de mécanismes épigénétiques. Et les facteurs maternels, qu'ils soient prénataux ou postnataux, sont extrêmement importants. Tôt dans la vie, jusqu'à un âge avancé, l'alimentation et le style de vie sont également des facteurs qui modifient le patrimoine épigénétique de façon très importante. Les technologies de reproduction assistée, les bébés in vitro en quelque sorte, ce sont aussi des manipulations qui induisent de nombreuses modifications épigénétiques. Les cliniciens qui utilisent cette technique ont eu un tout petit peu de mal, ont encore un petit peu de mal à l'admettre, mais maintenant c'est complètement démontré. En fait, ça dérive essentiellement du fait que lorsqu'on extrait des cellules germinales, donc des œufs, et qu'on les met en culture, ce sont les conditions de culture qui altèrent le patrimoine épigénétique. Donc maintenant, il est reconnu que les enfants nés de fécondation in vitro ont de plus grandes susceptibilités à certains cancers, plus grandes susceptibilités à certaines maladies. Et ça, c'est directement lié à des phénomènes épigénétiques. Pour les... Au niveau de l'organe qui est transféré, oui, probablement. Maintenant, ça va probablement pas se répandre au reste du corps, quoique, il y a un mécanisme dont je vais vous parler, les petits ARN, qui sont des petites molécules qui flottent un petit peu, qui sont capables de passer d'un organe à un autre et qui sont présents dans le sang en très grande quantité. Ok, nous poursuivons l'exposé. Donc, nous avons une séance de questions après sur le contenu de cet exposé. Nous avons 15 minutes prévues après l'exposé pour les questions. Oui, mais je trouve que c'est bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord. C'est bien si c'est un petit peu interactif. Cela dit, si vous voulez effectivement intervenir, n'hésitez pas. Je pense que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ok. Donc voilà, donc les facteurs environnementaux, l'alimentation, le style de vie sont des conditions qui modifient le patrimoine épigénétique. Maintenant, quels sont les mécanismes? Qu'est-ce qui fait dans une cellule que le profil épigénétique change? Quels sont les mécanismes épigénétiques? Donc je vous ai parlé de l'ADN. Et deux des modifications les plus importantes au niveau de l'ADN peuvent intervenir sur l'ADN lui-même, je suis désolée, peuvent intervenir sur l'ADN lui-même et également sur les protéines histones. Donc ces protéines, vous vous souvenez, qui forment les nucléosomes, qui s'assemblent en unités de 8 et autour duquel l'ADN s'enroule pour former les nucléosomes qui permettent de condenser la chromatine et de faire former les chromosomes. Donc l'ajout, il y a des petites marques épigénétiques, c'est des petites marques biochimiques qui se rajoutent sur l'ADN ou sur les protéines histones, et elles se rajoutent ou elles se retirent, et ça modifie les interactions entre les nucléosomes, donc le degré de condensation de la chromatine, comme je vous ai expliqué, et ce qui permet de modifier l'activité de chaque gène. Donc il y a deux facteurs épigénétiques qui sont importants pour l'état de condensation de la chromatine. Ce ne sont pas les seuls, ce sont les plus importants, ce sont ceux qui ont été le plus étudiés, et notamment reliés au cancer. Donc il s'agit de la méthylation de l'ADN et des modifications post-traductionnelles des histones. Donc post-traductionnel, ça veut dire après, vous vous souvenez de l'ARN messager, qui est traduit pour fabriquer des protéines, donc c'est post-traduction. Donc une fois que les protéines sont fabriquées, il y a des tas de choses qui peuvent leur arriver, il y a des tas de choses qui leur arrivent, elles sont modifiées par l'ajout de résidus glucose, par exemple, des tas de choses qui peuvent se rajouter, et les modifications épigénétiques font partie de ces modifications post-traductionnelles, qui permettent, c'est un processus de maturation des protéines en quelque sorte. Donc maintenant, je vais vous détailler un tout petit peu ces deux processus, donc la méthylation de l'ADN et les modifications des protéines après qu'elles soient fabriquées. Donc la méthylation de l'ADN consiste en l'ajout d'un groupe méthyle. Donc c'est un groupe tout simple, un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène, sur les cytosines. Donc les cytosines étant une des paires de bases, une des 4 qui font la séquence de l'ADN, la séquence des gènes. Donc
d'une façon générale, quand on rajoute un CH3, un méthyle sur l'ADN, sur les cytosines, ça fait comme une chose extérieure qui empêche la fixation de protéines sur l'ADN. Et ça, souvent, c'est associé à une répression, à une inactivation des gènes. Je vais vous en dire un tout petit peu plus dans la diapositive qui suit. Donc, les modifications post-traductionnelles des protéines histones, là, c'est plus compliqué parce que ça consiste en l'ajout de différents groupes. Il peut y avoir des groupes acétyles, des groupes phosphates, des groupes méthyles ou des tas d'autres groupes, ribosyles, enfin, il y a toute une gamme, il y en a environ une vingtaine, qui ont chacun des caractéristiques différentes. Et ces petits groupes se fixent sur la partie N-terminale. Je vais vous montrer un schéma un petit peu plus tard. Et ce que ces modifications font, c'est modifier la charge électrique de la chromatine. Et encore une fois, en fonction de la charge électrique, donc l'ADN, de façon générale, est chargé négativement. Et les protéines histones, par le biais de ces petites modifications, vont être chargées positivement. Et comme un moins se repousse, et moins et plus sont repoussés, ça permet d'ouvrir la chromatine, comme je vous ai expliqué. Donc, ce sont des petites modifications qui contrôlent l'état de condensation des gènes. Donc, c'est schématisé sur cette diapositive. Donc, la méthylation de l'ADN et les modifications post-traductionnelles. Donc là, on retrouve donc le noyau avec la chromatine, les nucléosomes. Donc, un nucléosome ici avec l'ADN qui entoure les protéines histones. Et voilà un nucléosome qui a un petit peu agrandi. Donc, vous voyez que sur l'ADN humain, il peut y avoir des résidus méthyles. C'est caractérisé par ce petit schéma là. Et sur les protéines histones, donc qui sont comme des boules avec une queue N-terminus qui sort du nucléosome. Et ce sont ces petits fragments là qui sont accessibles à des tas de modifications. Je vous montrerai un petit peu plus tard le nombre de modifications qui peut exister sur des protéines histones. Et là, vous voyez donc cette idée de condensation-décondensation qui est de nouveau schématisée. Donc là, vous avez un gène qui est actif. La chromatine est active, c'est-à-dire qu'elle est déroulée. Et là, ça fait de la place pour recruter la machinerie transcriptionnelle qui permet de fabriquer l'ARN à partir de l'ADN. Là, ça s'appelle donc le chromatine, c'est un gène actif. On a des gènes qui sont actifs tout le temps dans nos cellules. Des gènes, parce qu'on a certaines protéines, des protéines de maintenance qui sont nécessaires à chaque moment de la journée, à chaque moment de la vie. Donc ces gènes-là sont tout le temps sous forme active. Par contre, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, il y a des gènes qui sont actifs tôt dans le développement, qui sont plus actifs chez l'adulte. Donc on a besoin de les rendre silencieux et ça se fait par le biais de la formation d'hétérochromatine, condensation de la chromatine. Mais il y a également de nombreux gènes qui sont actifs de temps en temps, quand on en a besoin. Donc si c'est que quand on en a besoin, on ne peut pas les laisser sous cette forme-là tout le temps parce qu'ils seraient utilisés et les protéines seraient synthétisées en permanence. Donc on les met dans un état semi-réprimé et dès que le signal qui convient est présent, il passe d'un état semi-réprimé, semi-silencieux à un état actif. Et lorsqu'on n'en a plus besoin, il retourne dans un état semi-silencieux. Donc ce sont des mécanismes qui permettent une très grande flexibilité, permettent l'utilisation d'un gène quand on en a besoin seulement. Donc, et ces états de transition-là sont complètement contrôlés par les marques épigénétiques. Donc la méthylation de l'ADN, qui en général est répressive, et les modifications sur les protéines histones, qui sont d'une façon générale actives, qui permettent la transcription. Mais certaines marques permettent également la répression des gènes. Donc maintenant, je vais vous détailler un tout petit peu ce que chacune de ces marques épigénétiques. Je vais commencer par la méthylation de l'ADN. Donc, qu'est-ce qu'est la méthylation de l'ADN? Quelles sont ses fonctions? Et comment est-ce qu'on rajoute ces petits résidus méthyles sur l'ADN? Donc, j'ai utilisé à chaque fois ce petit schéma comme un rappel de la structure de l'ADN et puis pour vous rappeler que voilà, le nucléosome a ces différentes marques épigénétiques. Tout d'abord, j'aurais aimé savoir ce que vous savez de la méthylation de l'ADN. Bon. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? D'accord. Bon, j'étais préparée, j'ai une réponse. Donc là, vous avez un schéma d'une cytosine. Donc c'est une base, une des 4 bases qui fait cet enchaînement qui forme les gènes. Donc c'est une structure un petit peu compliquée, voilà, avec des carbones, des molécules, enfin des atomes d'hydrogène. Et
Donc la cytosine, à cet endroit-là, sur la position numéro 5, sur le carbone numéro 5, grâce à des enzymes, on peut rajouter un autre cette petite marque qui comprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, méthyle, donc un autre atome de carbone avec 3 atomes d'hydrogène. Donc ensuite, ça passe de cytosine à 5-méthylcytosine. Donc dans l'ADN, vous avez la séquence, donc AT, CG, GT, CA, donc c'est de façon aléatoire, enfin ça code quand même pour quelque chose, et vous voyez que toutes les cytosines ont la possibilité d'être méthylées. Elles ne vont pas toutes l'être, mais il y en a certaines qui vont l'être. Donc chez les mammifères, la méthylation de l'ADN a lieu en position 5, comme je vous l'ai dit, la cytosine, dans des séquences dinucléotides CPG, c'est-à-dire que quand un C est suivi par un G, par une guanine. Si le C est suivi par un A, il ne va pas y avoir de rajout de résidus méthyl. Ça intervient vraiment que dans les CPG. Donc ce qui sélectionne déjà un tout petit peu les cytosines qui peuvent être méthylées. Alors dans le génome, par contre, il existe énormément de CPG. Il y a même certains endroits où les CPG sont en forme d'îlot. C'est-à-dire ça va être CPG, 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 CPG. Il va y avoir toute une longue séquence ça s'appelle un îlot CPG. Et le potentiel de méthylation de ces îlots CPG est très élevé. C'est des zones qui vont absorber énormément de résidus méthyl et qui, de façon... et qui sont bien situés dans le gène, parce que souvent ces îlots CPG sont situés dans les séquences qu'on appelle promotrices. C'est-à-dire, vous avez un gène qui code pour une protéine. Avant cette séquence qui code pour quelque chose, il y a souvent une séquence régulatrice qu'on appelle promotrice. La séquence promotrice, c'est une séquence qui attire des tas de protéines qui vont se fixer dessus et qui vont donner un signal. Oui, ce gène a besoin d'être actif, il a besoin d'être utilisé pour la transcription afin de fabriquer une protéine. Donc c'est tout un ensemble de signaux qui permettent d'utiliser le gène pour fabriquer de l'ARNM. Donc les séquences promotrices sont régulées essentiellement par la méthylation. C'est pour ça que ce matin, vous avez entendu quelqu'un mentionner qu'un gène X, je ne sais plus c'était lequel exactement, avait un profil de méthylation de la région promotrice qui était altéré. Ça veut dire en général beaucoup, ça veut dire que si la méthylation de la région promotrice est modifiée de façon pathologique, ça va altérer l'activité du gène. Bon, mais il faut savoir que la méthylation de l'ADN peut intervenir ailleurs dans le gène. Au milieu du gène, à la fin du gène, dans des séquences beaucoup plus lointaines. Donc si on regarde le génome, je vous montrerai ça un petit peu plus tard, si on regarde le génome sur une grande longueur, par exemple un chromosome 16, vous verrez qu'il y a des tas de résidus méthyl un tout petit peu partout. Qu'est-ce qui fait que ces petits résidus méthyl soient ajoutés? Donc vous imaginez le noyau, vous avez les gènes dedans, et puis de temps en temps, il y a des petits résidus méthyl qui sont placés de façon précise dans des endroits déterminés. Ça, c'est grâce à des enzymes dont le travail est uniquement de rajouter des petits résidus méthyl sur l'ADN. Elles savent, on ne comprend pas très bien comment elles acquièrent leur spécificité, mais elles savent exactement où mettre ces petits résidus méthyl. Donc il en existe 3 ou 4 connus. Donc ces enzymes s'appellent les DNMT pour DNA Methyl Transferase, c'est le mot anglais, donc c'est des transférases de méthyle sur l'ADN. Et il y en a de 2 grandes catégories. Il y a les DNMT qui s'appellent de novo, c'est-à-dire que, comme c'est indiqué ici, elles sont capables de voir un ADN qui n'a pas du tout de méthyle. Elles vont rajouter un méthyle de nouveau, c'est un nouveau méthyle. Donc ce sont les DNMT 3A, 3L ou 3B. Donc c'est la méthylation sur un brin qui est complètement déméthylé. Et la méthylation par ces enzymes-là ne se fait toujours que sur un seul brin d'ADN. Vous savez que l'ADN est double brin. Et chaque brin contient une cytosine. Là, admettons, on a une séquence ATCG, GTCA. Sur le brin opposé, vous allez avoir la séquence opposée. C'est-à-dire sur les C, le C va se lier à un G sur le brin opposé, le A va se lier à un T sur le brin opposé. Donc c'est des brins qui sont dans la séquence collent parfaitement. Donc ces DNMT3 vont être capables de rajouter ces petits résidus méthylés sur un des brins. Ensuite, on a besoin d'une autre enzyme qui va copier
les méthyles d'un brin à un autre, afin que les deux brins qui constituent chaque gène soient fortement méthylés, soient méthylés complètement. Donc ces DNMT là, sont présentes en grande quantité dans toutes les cellules de l'organisme. En miroir, voilà, exactement. Exactement, oui, exactement. Donc c'est juste que pour que vous compreniez comment, au niveau biochimique, les résidus méthyles sont ajoutés. Ce sont donc des protéines qui, comme toutes les protéines, toutes les molécules, sont codées par des gènes. Donc dans notre génome, on a des gènes qui codent pour des enzymes qui elles-mêmes sont responsables de l'établissement du profil épigénétique. Et il y a certaines maladies qui sont dues à des mutations dans ces gènes-là. Donc vous réalisez maintenant que le profil épigénétique fait appel à des gènes qui eux-mêmes ont besoin d'être intacts pour pouvoir établir un profil épigénétique normal, et que s'il y a des mutations dans ces gènes-là, le profil, enfin non seulement le génome est muté, mais en plus ça a une conséquence sur le profil épigénétique, parce que les enzymes qui sont responsables de l'ajout de ces petites marques, elles sont défaillantes. D'une façon générale, la méthylation de l'ADN, on a toujours pensé, enfin il y a encore des gens qui le pensent, ce qui est faux, que la méthylation d'ADN a un rôle répressif. Parce qu'on ajoute un résidu, un truc sur le cytosine, ça va bloquer l'accès des protéines qui sont nécessaires à la transcription. Mais en fait, ce n'est pas complètement vrai, parce que la méthylation de l'ADN a un rôle duel. Sur certains gènes, ça peut être répressif, alors que sur d'autres gènes, ça va être nécessaire pour l'activation du gène. Et ça, c'est un concept qui est encore pas complètement accepté par tout le monde. Alors, il y a un certain nombre de preuves qui le démontrent. Pardon. Donc, par exemple, chez les femelles mammifères, le chromosome X inactif est globalement moins méthylé que le chromosome X actif. Donc, vous savez que chez toutes les femmes, on a 2 chromosomes X, 2 copies du chromosome X. Et pour que ça soit équilibré, il y a une copie qui est toujours rendue silencieuse, qui est inactivée. Et cette inactivation fait appel à des mécanismes épigénétiques de méthylation de l'ADN. Donc il y a une copie, enfin tous les gènes sur cette copie-là sont méthylés de façon à ce qu'ils soient silencieux. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le chromosome inactif, donc qui est normalement silencieux, il y a moins de méthylation que sur le chromosome inactif. Donc ça veut dire qu'il y a une dissociation entre la présence de méthyle et l'activité des gènes. Donc c'est déjà une des preuves que la méthylation de l'ADN n'est pas forcément toujours répressive. Une deuxième preuve est que de nombreux gènes... Oui. C'est paradoxal parce que vous venez de dire. Est-ce que ça veut dire que les déméthylations hors promoteur qui ne participent pas au contrôle de l'expression du gène dans cette méthylation globale de X, c'est ça qui fait que vous avez ce résultat paradoxal? Oui, oui, bien sûr. Et puis, comme vous le savez, dans les gènes, il y a des séquences promotrices, mais il y a des séquences répressives également. Donc, si on active une séquence promotrice, on peut, sur une séquence négative, une séquence répressive, on peut aussi l'activer, la séquence répressive. Donc, c'est tout un équilibre de répression, activation, que l'on peut elle-même inhiber ou activer. Donc la deuxième preuve est qu'il existe de nombreux gènes silencieux, donc qu'on pourrait supposer comme étant fortement méthylés, puisqu'ils sont silencieux, mais ils ont des îlots CPG dans leur région promotrice qui n'ont quasiment pas de méthyle. Donc c'est encore une autre preuve de dissociation entre la quantité de méthyle et l'activité des gènes. Il existe également des milliers d'îlots CPG qui sont fortement méthylés dans des unités géniques qui sont actives. Donc la méthyle, il peut y avoir des gènes qui ont plein de résidus méthyles, mais qui sont très actifs. Et ça en particulier dans les oocytes et dans les embryons préimplantatoires, où là le développement est en plein mouvement, donc il y a besoin de plein de protéines, et transcriptionnellement, ce sont des états qui sont extrêmement actifs. De plus, si on regarde les niveaux de méthylation chez différentes espèces, le niveau de méthylation varie fortement entre les espèces, et ça, c'est complètement indépendant du niveau de transcription. Par exemple, il y a 50% des gènes qui sont méthylés chez les plantes.
Or, il y a plus de 50% des gènes qui sont actifs chez les plantes. Parce que sinon, si la moitié du patrimoine génétique des plantes était inactivé, on se demanderait pourquoi elles ont autant de gènes. Par contre, chez l'être humain, il y a environ 1% du génome qui est méthylé, globalement. 0,5% chez les champignons, et environ 0,1% chez l'abeille et la drosophile. Alors que chez l'abeille et la drosophile, il y a des tas de gènes qui sont réprimés, donc pas forcément par la méthylation de l'ADN. Donc, la conclusion, c'est qu'il n'existe pas de relation directe entre la méthylation de l'ADN et l'activité transcriptionnelle. Donc, le concept que la méthylation de l'ADN est un processus de répression des gènes est un concept partiel. En fait, la méthylation de l'ADN, c'est un mécanisme qui permet d'activer certains gènes, alors que sur d'autres gènes, ça va réprimer ces gènes. Maintenant, il y a énormément de travail qui a été fait sur les mécanismes de méthylation, donc d'ajout de ces résidus méthyl, et très peu est connu sur le phénomène inverse. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'un résidu méthyle? Parce qu'on n'a pas tout le temps besoin. Et en fait, ça reste encore pas complètement compris. Donc là, je vous ai mis ces diapositives qui semblent peut-être un petit peu compliquées, mais c'était juste pour vous dire qu'il y a des hypothèses, et que l'hypothèse la plus plausible est que, donc là, vous avez la cytosine qui est non méthylée, il y a les DNMT dont je vous ai parlé, là, qui rajoutent le résidu méthyle, là en position 5, bon là, la structure inversée par rapport à la diapo d'avant. Et il y a des protéines qui s'appellent les TET, il y en a 3, TET 1, 2, 3, qui, par toute une succession d'étapes d'oxydation, de réduction, permettent de retirer des résidus méthyles et de revenir à l'état déméthylé. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une recherche qui est en pleine expansion en ce moment, parce qu'on pense même que ces états intermédiaires entre la cytosine méthylée et la cytosine déméthylée, que chacun de ces états pourrait constituer un état épigénétique à part entière qui pourrait coder pour quelque chose de spécial, pour une régulation de l'activité de gènes dans certaines conditions. Donc il y a énormément de groupes qui ont lancé des programmes de recherche sur ces têtes afin de comprendre un tout petit peu mieux quelles sont leurs fonctions. Dans le cerveau, par exemple, lorsqu'on apprend une nouvelle information, il y a une augmentation de la méthylation de l'ADN. Donc il y a certains gènes qui sont utiles à la mémoire pour former les souvenirs qui vont être méthylés de façon transitoire, et d'autres gènes vont être déméthylés également de façon transitoire. Donc c'est des mécanismes qui sont extrêmement importants à comprendre, en tout cas dans le cerveau, pour comprendre des mécanismes aussi complexes que la mémoire. Voilà pour la méthylation de l'ADN. Alors, une notion qui est assez importante avec la méthylation de l'ADN est le concept d'empreinte parentale. Vous savez peut-être qu'il y a certains gènes dans le génome qui sont exprimés en fonction de leur origine. Donc, chaque gène a deux copies, une copie qui vient de la mère et une copie qui vient du père. Alors que la majorité des gènes, les deux copies sont utilisées pour fabriquer les protéines. Il y a certains gènes qui s'appellent les gènes à empreinte parentale, dont il y a une seule copie qui est active, soit la copie qui vient de la mère, soit la copie qui vient du gène. Et ça, ce mode de régulation, cette empreinte parentale, est dû à un phénomène épigénétique qui dépend de la méthylation de l'ADN. Et ça, c'est un mécanisme qui est transmis. C'est-à-dire que c'est hérité de vos parents, vous le conservez et vous le transmettez à votre descendance. Donc non seulement ça donne une idée du fait que la méthylation de l'ADN est quand même un mécanisme qui est extrêmement important, qui est déjà bien connu, mais en plus ça commence à amener vers l'hypothèse que les mécanismes épigénétiques peuvent être transmis à travers les générations. Et ça, c'est un concept qui peut peut-être vous sembler naturel, ou voilà, pourquoi pas, mais qui, pour les biologistes, était assez difficile à accepter, parce que ça veut dire en gros que l'environnement, qui modifie notre patrimoine épigénétique, peut modifier notre patrimoine épigénétique à nous, mais également le patrimoine épigénétique de notre descendance. Et ça, maintenant, je vais vous montrer des données qui apportent des preuves assez intangibles que c'est le cas. Bon, ça c'est... Oui.
Oui, il faut que vous réalisiez que tout ce qui concerne le cerveau, tout ce qui est culturel, social, ça concerne le cerveau. Ça ne concerne pas vraiment nos cellules germinales. Pour tout ce qui est transmis, là on parle de cellules germinales. Donc d'une exposition du corps complète. Vous, si vous apprenez quelque chose, vos enfants ne vont pas le savoir en naissant. Oui. Oui, mais tout ce qui concerne un individu, ce qui se passe dans son cerveau, ça reste dans le cerveau, ça ne va pas être transmis à la génération future. Voilà. Par contre, je vais vous montrer un exemple, par exemple le stress, l'exposition d'un individu tôt dans la vie à un facteur de stress va modifier le profil épigénétique dans le cerveau, dans tout le corps, et y compris dans les cellules germinales. Et parce que c'est dans les cellules germinales, parce qu'il y a des mécanismes de... Ces modifications ne peuvent pas forcément être inversées, c'est transmis à travers les générations. Clones chez les animaux, le clonage, à partir du clonage d'un animal formé avec un animal identique. Un animal formé n'est pas forcément identique à l'animal d'origine. Exactement, c'est parce que les caractéristiques d'un individu, c'est non seulement génétique, mais c'est épigénétique. Et que quand on met les cellules en culture, l'épigénome est complètement altéré. C'est un peu le même exemple que les jumeaux monozygotes. Voilà. Donc l'empreinte parentale, donc ce sont des gènes qui sont soumis, dont l'activité de la copie maternelle est différente de celle de la copie paternelle. Comme je vous disais, alors que la plupart des gènes, les deux copies sont actives, là il y a le choix, soit la copie du père, soit la copie de la mère. Et ça, c'est un mécanisme qui dépend complètement de la méthylation de l'ADN. Et qu'il existe des tas de maladies, certaines ont été mentionnées ce matin, des maladies dues à des altérations de l'empreinte parentale, qui sont considérées comme des maladies épigénétiques, le syndrome de Prader-Willi, d'Engelmann et de Silver-Russell. Et dans la diapo suivante, j'ai juste un tableau qui est un petit peu peut-être rébarbatif, mais qui vous montre donc les gènes. Ça, c'est le nom des gènes qui sont connus comme ayant une empreinte parentale. Il y en a environ 100. C'est un tout petit nombre, hein, 100 sur 25 000 à peu près. Et ça, ce sont les gènes qui sont... dont la copie du père est méthylée, c'est-à-dire que la copie paternelle est silencieuse. Le gène est actif à partir de la copie maternelle. Et ça, c'est le contraire. Ce sont les gènes dont la copie qui vient de la mère est silencieuse. Et c'est la copie du père qui est active. Voilà, bon, c'est peut-être pas nécessaire que je passe en revue le reste du... J'ai déjà utilisé mon temps. Allez-y, il y a encore quelques minutes. Donc, je vous ai parlé de la méthylation de l'ADN. Maintenant, je vais vous parler des modifications post-traductionnelles des protéines histones. Donc, vous vous souvenez de ce petit schéma. Donc, les protéines histones, là, avec leur petite terminaison en N, qui est accessible à toute une machinerie de modifications. Donc, il en existe tout un tas. Et il y en a certaines qui sont favorables à l'activité transcriptionnelle. Donc, quand elles sont présentes sur un gène, elles permettent à ce gène d'être actif, d'être transcrit en ARNM, et l'ARNM d'être utilisé pour la fabrication d'une protéine. Donc, je vous ai mis un petit exemple, là, par exemple, la phosphorylation de la sérine 10 sur la protéine H3. Donc, des protéines histones, il y a H2, il y a H1, H2, A, B, et H3 et H4. Donc chacune, c'est toute une série, c'est des protéines, hein, donc c'est tout un enchaînement d'acides aminés. Et là, l'acide aminé numéro 10 sur la protéine H3, c'est une sérine, et la sérine peut être phosphorylée. Sur l'H3, il y a également une lysine qui est en position 14, et cette lysine-là peut être acétylée. Sur l'H4, il y a une lysine en position 5 qui peut être acétylée. Donc vous voyez, c'est tout un panel de modifications, soit phosphorylation, acétylation, méthylation, il peut y avoir monométhyle, biméthyle, triméthyle, et en fonction du nombre de méthyl, ça peut avoir des effets différents. Donc il y a toute une gamme de modifications post-traductionnelles des protéines histones qui sont favorables à l'activité transcriptionnelle, et il y a toute une gamme qui ne sont pas favorables à l'activité transcriptionnelle, qui vont... avec la méthylation de l'ADN, parce que c'est des marques épigénétiques qui communiquent entre elles. Donc, en combinaison, elles vont conduire à la répression du gène.
Et là, par exemple, il y a l'acétyl ou la méthylation de la lysine 9 sur l'H3 ou la diméthylation de la lysine 20 sur H4. Donc là, vous voyez de nouveau, c'est schématique, hein, mais vous voyez la protéine histone. Donc si vous vous souvenez du petit schéma d'avant, donc qui fait, c'est ça constitue le nucléosome. Donc elles ont chacune un corps qui est assez globulaire avec la terminaison N. Donc c'est sur cette terminaison N, j'ai un petit peu de mal avec ça, voilà, sur cette terminaison N qu'il y a toutes ces modifications-là. Et en fait, ce qui est important également, c'est que non seulement il y a des modifications qui sont rajoutées à différents acides aminés, mais ces modifications, elles communiquent énormément entre elles. Alors, il y en a certaines qui dépendent des autres, il y en a certaines qui inhibent les autres, et puis il y en a certaines qui ont besoin d'agir en couple ou même à trois. Donc il y a tout un tas de... C'est un code, ça s'appelle le code des histones, c'est un code qui est extrêmement compliqué, qu'on ne comprend pas forcément, qui est spécifique de chaque histone, spécifique de chaque gène, et qui, encore une fois, est très dynamique et modifié par les facteurs environnementaux. Tout comme la méthylation de l'ADN, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui rajoute ces petits résidus, phosphates, acétyl, méthyle, comme la méthylation de l'ADN? Ce sont des enzymes, et là, il y en a toute une gamme. Bon, la méthylation de l'ADN, si vous vous souvenez, il y avait les DNMT 3, A, B et L, et les DNMT 1, donc c'est relativement simple. Par contre, pour les modifications des protéines histones, comme il y a tout un panel de modifications, mais il va y avoir également tout un panel d'enzymes qui vont faire ça. Donc il y a des enzymes qui sont responsables de la phosphorylation, des kinases, etc., toute cette liste, de la déphosphorylation, donc ça c'est pour rajouter des résidus phosphates, pour enlever des résidus phosphates, pour ajouter des résidus acétyles, il y a toutes ces enzymes-là, pour ôter les résidus acétyles, pour ajouter des résidus méthyles, les enlever, ajouter des résidus bicutines, les enlever. Donc pour chaque modification, il y a tout un panel d'enzymes. Ces enzymes donc, sont codées par nos gènes également, mais ces enzymes ne sont pas présentes dans toutes les cellules. Il y a certaines cellules, par exemple, Aurora kinase va plutôt être dans des cellules mitotiques, je ne sais pas, les cellules du foie par exemple, alors qu'elles ne vont pas être actives dans des cellules du cerveau qui sont des cellules qui ne se multiplient pas, qui sont post-mitotiques. Donc on a besoin de toute une gamme, parce qu'on a toute une gamme d'identités cellulaires différentes. Donc c'est assez compliqué, et ce qui résulte également en un code des protéines histones qui est extrêmement compliqué. Ça, ce sont nos résultats à nous, parce qu'on s'intéressait au code d'histones dans le cerveau. On s'est demandé dans nos cellules nerveuses, si on prend un gène particulier, des protéines histones sur ce gène particulier, comment est-ce qu'elles sont modifiées? Quelles sont les modifications qui existent? Donc on a développé un protocole de purification des protéines histones et à partir de spectrométrie de masse qui permet d'identifier toutes les modifications. On a construit ces cartes, donc pour la H2A, H2B, H3 et H4. Donc ça, c'est des protéines histones typiques d'un cerveau de souris adulte. Et vous voyez toutes les modifications qui peuvent se faire dessus. Donc c'est extrêmement compliqué. Et toutes les combinaisons sont possibles. Il y a des combinaisons qui sont privilégiées. On a utilisé un algorithme pour essayer de les définir. Mais vous voyez que c'est multiple. On peut avoir même si la protéine H3 elle est la même sur tous les gènes, on peut créer différents types de protéines, de sous-types de protéines H3 en fonction de toutes ces petites marques qui sont rajoutées. Et ça, c'est valable pour H3, bien entendu, mais c'est valable également pour H2A, H2B, H4. Donc vous voyez la multitude de modifications qui peuvent se rajouter sur les protéines histones qui donnent tout un ensemble de possibilités de régulation. Donc voilà, je vous ai parlé de la méthylation de l'ADN, des modifications sur les protéines histones, j'espère que c'est à peu près clair. Je vais en rajouter encore un troisième mécanisme, un troisième mode de régulation épigénétique qui est un tout petit peu plus nouveau, également c'est un domaine de la biologie qui est en pleine expansion. Il y a de plus en plus de laboratoires qui lancent des programmes de recherche là-dessus, et qui concerne les petits ARN non codants. Donc vous vous souvenez de l'ARN messager, qui est fabriqué directement à partir de l'ADN, qui est expulsé du noyau pour être utilisé pour fabriquer les protéines dans le cytoplasme. Donc il existe, les ARNM sont relativement longs parce qu'ils correspondent à la séquence complète des gènes. Ils font en général
je dirais 1000 paires de bases, et plus. Mais il existe toute une gamme d'ARN qui sont beaucoup plus petits. Certains font 20 paires de bases, d'autres 30. Ça, ce sont les petits. Il y a également des ARN qui sont considérés comme longs, qui font à peu près 200 paires de bases, qui, eux, ne codent pas pour des protéines, enfin, en principe. Ils sont là, donc ils sont copiés à partir des gènes, bien entendu. Ils sont présents dans le noyau et dans le cytoplasme, mais on ne sait pas vraiment, au départ, il y a quelques années, on ne savait pas vraiment à quoi ils servaient. Et la recherche des années passées maintenant a montré que c'était des petits ARN qui permettent de réguler les gènes. Ils régulent non seulement les gènes, l'activité transcriptionnelle des gènes, mais ils régulent également l'activité traductionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se fixer à des ARNM dans le cytoplasme et de le détruire en quelque sorte. Ils se fixent sur l'ARNM, ils ont des séquences homologues, et ça permet de recruter des tas d'enzymes qui vont digérer l'ARNM. Donc c'est un système qui permet de réprimer les gènes qui ont été transcrits. Le gène était quand même actif à la base, il y a eu un ARNM qui était synthétisé, mais c'est un mécanisme supplémentaire qui intervient après la transcription, mais dont la phase finale est le résultat elle-même, parce que ça permet de détruire l'ARNM, aucune protéine n'est fabriquée. Donc c'est tout, on appelle ça, c'est le domaine des ARN non codants. Donc je vais vous parler brièvement de leur nature, leur fonction, et puis de comment ils sont synthétisés. Donc les ARN non codants sont d'autres régulateurs importants de la chromatine et de l'activité des gènes, qui sont présents dans toutes les cellules, y compris les cellules germinales. Je vous montrerai tout à l'heure, quand on va aborder le sujet de l'héritabilité épigénétique, que les cellules de sperme sont pleines d'ARN, de petits ARN non codants. Donc les ARN, là je vais me concentrer essentiellement sur les petits ARN, parce que les longs ARN non codants, qui sont à peu près 200 paires de bases et plus, c'est un domaine de la biologie qui est encore moins connu que les petits ARN. Donc les petits ARN sont environ de 21 à 31, il y en a plusieurs familles, alors que les ARN longs sont d'environ 200 nucléotides et plus. Donc les petits ARN incluent, en gros, il y a les micro-RNA, les PIWI RNA, ce qu'on appelle Small Interfering RNA et les Small Nucleolar RNA. Donc le rôle de ces micro-RNA n'est pas encore de ces petits ARN n'est pas encore très bien connu. Les plus étudiés sont les micro-RNA. Donc, mais globalement, ces petits ARN sont impliqués dans la régulation post-transcriptionnelle et post-traductionnelle, donc aux deux niveaux. Au niveau avant la transcription, avant la synthèse de l'ARNM, et surtout après la synthèse de l'ARNM dans le cytoplasme. Et ça permet de réguler plus de la moitié des gènes. Donc c'est un mécanisme de régulation qui est hautement efficace et hautement utile. Et il existe des milliers d'ARN, de petits ARN, différents dans les cellules de mammifères. Bon, ça c'est une diapositive un petit peu compliquée, mais c'est juste pour vous montrer les différentes étapes de synthèse des différents petits ARN. Donc il y a les micro-RNA, PIWI-RNA, la SNO-RNA. C'est juste pour que vous reteniez que c'est compliqué et qu'en fonction de la famille d'ARN, il y a des étapes différentes de synthèse. Voilà, il y a pas, moi-même, je ne connais pas les détails de cette synthèse. Mais une chose qui est utile à savoir, c'est comment les petits ARN fonctionnent. En fait, la beauté de leur mécanisme d'action, c'est que vous prenez un petit ARN, donc il va faire, disons, 23 paires de bases. Lui, il va être capable de réguler différents gènes. Il va, par exemple, il va être capable de réguler le gène qui code pour l'insuline, un gène qui code pour un neurotransmetteur dans le cerveau. Donc un micro-RNA, il a de multiples fonctions. Et chaque gène peut être régulé par plein de petits micro-RNA. Donc c'est comme les protéines histones, c'est toute une multitude de mécanismes qui s'entrecroisent et qui permettent d'avoir une régulation vraiment extrêmement fine de chaque gène. Je suis un petit peu embêtée parce qu'il y avait toute la partie héritabilité épigénétique. Ouais. Ça fait combien de temps que je parle là? D'accord. Bon, j'ai déjà abordé quelques notions. Donc là, ça, il faut que vous réalisiez que la notion d'héritabilité épigénétique, c'est un truc complètement nouveau qui ne fait pas encore l'unanimité. Il y a beaucoup de résistance, même parmi des collègues proches.
Et bon, les résistances qui peuvent s'expliquer de différentes manières. Une des raisons principales, c'est que la biologie a été dominée par le génome. On a dit, vous avez entendu sûrement, même dans les grands médias, on va séquencer les génomes humains. Une fois qu'on aura la séquence du génome humain, on aura tout compris. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ça fait maintenant presque plus de 10 ans que le séquençage du génome humain a été fait, et on n'en comprend toujours pas plus. Une autre des résistances, à mon avis, contre laquelle je dois moi-même lutter pour ma propre recherche, parce que c'est la partie principale des thèmes de recherche dans mon laboratoire, c'est plus une résistance liée à un contexte religieux, à mon avis. C'est que je pense pour des raisons religieuses, des raisons d'existence de l'être humain, c'est assez inconcevable de dire que ce que nous faisons peut influencer les générations futures. Et qu'au niveau biologique, comme il n'y a pas vraiment d'explication claire, c'est un concept que des tas de gens n'arrivent pas à accepter. Je pense qu'en Europe, ça va encore à peu près, mais aux États-Unis, qui malheureusement dominent les grands journaux scientifiques, où nous, on experte nos articles scientifiques, nos résultats sont expertisés par des grands professeurs américains, qui eux sont plus dans des cadres religieux beaucoup plus rigides. Ça pose des problèmes conceptuels et des problèmes d'acceptation de ce concept. Ça change progressivement. Et je pense que le travail des cliniciens, des gens comme vous, par le biais d'observations chez l'être humain, qui sont vraiment des observations réelles, le fait qu'il y a certaines maladies qui sont transmises à travers les générations, qu'on n'explique pas de façon génétique, je pense que ça peut aider à faire avancer les mentalités et à faire accepter ce concept dans les années futures, j'espère en tout cas. Donc là, je vais vous représenter de nouveau le concept d'héritabilité épigénétique, les différents types d'effets épigénétiques à travers les générations, les données actuelles chez les cellules germinales et les mécanismes possibles. Mais là, je pense que je vais en avoir au moins pour une demi-heure. On va interroger la salle, parce que moi je trouve que c'est très intéressant et que nous aurons peut-être l'occasion de Est-ce qu'on peut aérer un petit peu avec des questions? Oui. Aérer pendant 5 minutes, aérer, je dis, voilà, quelques petites pauses de 5 minutes de questions, et continuer. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous n'aurons pas une intervention de cette salle. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc, merci infiniment, professeur Mansi, pour cette première partie d'exposé qui est très passionnante, intéressante et qui fait le lien direct entre la biologie et la clinique, les interrogations que l'on se pose quant à la pathologie, à la physiopathologie et aux mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces pathologies. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui, quelles sont les différences entre les prokaryotes et les eucaryotes pour ce qui est des micro-ARN, pour ce qui est de l'épigénétique? Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans les prokaryotes. Non, malheureusement, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je peux regarder après. Je ne crois pas que le patrimoine épigénétique des prokaryotes soit fortement étudié. Ça doit y avoir probablement des mécanismes épigénétiques, mais en tout cas, moi, je ne les connais pas, je ne sais pas. Normalement, il n'y a pas d'histone. Non. Il y a donc probablement pas de différenciation non plus, ou peu. Donc, c'est une question tout de même, parce que j'ai eu des discussions avec les microbiologistes qui sont toujours retranchés derrière la structure du génome, le séquençage, etc., en disant que tout vient de là. Et puis, les cellules du mammifère, comme... tu l'as dit, sont différents, donc il y a probablement des différences. Oui, probablement. Oui. D'autres questions? La seule question que je voulais poser sur le plan futur clinique, thérapeutique, c'est-à-dire qu'on en a parlé depuis de nombreuses années de la thérapie génique. Cette thérapie génique peut être carrément compromise par cette idée d'épigénétique, quoi, parce que même si on introduit un gène pour essayer de fabriquer, par exemple, un facteur de régulation comme le facteur 8, par exemple, un individu, on a cet effet sur le chien, par exemple, c'est pas sûr que ça puisse marcher correctement parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent autour et qui peuvent modifier un petit peu cette production, quoi. C'est tout à fait juste. Ouais. On a vu cet effet, si vous voulez, sur le plan in vitro,
par la fabrication des recombinants, enfin les facteurs recombinants. On a vu que quand la méthylation était mal faite, mal conduite au niveau de l'ADN, il y avait des anticorps qui apparaissaient à tire égaux chez les patients. Et on le voit aussi en in vivo chez l'animal, où on voit que ça ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait, parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent autres que le gène, quoi. Tout à fait. Nous avons un héritage mitochondrial également, un génome mitochondrial. Y a-t-il une régulation épigénétique au niveau mitochondrial? Et les télomères jouent-ils également un rôle au niveau du génome nucléaire quant à la régulation épigénétique? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a très peu de choses connues concernant les télomères. Par contre, pour l'ADN mitochondrial, oui, il y a toute une gamme de modifications épigénétiques dans les mitochondries qui est spécifique aux mitochondries. Et ça, c'est un point vraiment important parce que les mitochondries sont héritées de la mère. Mais ça, c'est aussi un domaine qui est en pleine expansion, qui est assez inexploré. Je sais que dans le clonage, le modèle de l'héritage mitochondrial est très important, oui, puisque justement, on n'utilise pas ces mitochondries telles que lors d'une fécondation classique dans le modèle du clonage. Donc je pense que s'il n'y a plus de questions, on va poursuivre cet exposé très intéressant pour une demi-heure environ. Merci. D'accord. Je vais essayer de faire vite alors. Donc qu'est-ce que l'héritabilité épigénétique? C'est un changement de phénotype, donc un changement de caractéristiques ou d'expression génique. Enfin, en général, quand il y a un changement de caractéristiques, c'est lié à un changement d'expression génique qui est induit par des facteurs environnementaux et qui est transmis aux générations suivantes. Et ce sont des phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués par la génétique mendélienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans la séquence primaire de l'ADN et que la transmission se fait à la majorité des descendants. Avec la génétique mendélienne, souvent, enfin en général, si une caractéristique existe chez l'un des parents, mais pas chez l'autre parent, il y a la moitié de la progéniture qui aura cette caractéristique. Alors qu'avec les modifications épigénétiques, même s'il y a un seul des parents qui a une altération épigénétique, toute la progéniture peut avoir la même altération épigénétique. Tout ça parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la méthylation de l'ADN, il y a des enzymes qui copient le profil épigénétique d'un seul brin d'ADN pour le reproduire sur l'autre brin d'ADN. Donc même si après la fécondation, donc si les gamètes qui sont haploïdes fusionnent, même s'il y a une seule copie du gène qui a le profil de méthylation ou profil épigénétique altéré, ça va être copié au deuxième allèle et toute la progéniture va pouvoir en bénéficier ou en pâtir. Donc la notion de transmission à la majorité des descendants est aussi un facteur important. Et la pure définition d'héritabilité épigénétique transgénérationnelle implique une transmission par les gamètes. Donc ça implique une intervention des cellules germinales. Je vous dis ça, je pense que c'est extrêmement important parce que le terme d'héritabilité épigénétique est un tout petit peu usurpé, même parmi des collègues qui, à partir du moment où ils voient une transmission d'un caractère, une caractéristique, parlent de transmission épigénétique. À mon sens, la transmission épigénétique ne peut... on peut utiliser ce terme que si ça concerne les cellules germinales. Donc la transmission par un biais social ou par apprentissage n'est pas de l'héritabilité épigénétique pure. Donc ça répond un tout petit peu à la question de tout à l'heure. Donc ça peut impliquer les gamètes femelles ou les gamètes mâles, donc les ovocytes ou les spermatozoïdes, et des mécanismes épigénétiques au cours de l'ovogénèse et de la spermatogénèse. Donc quelle est la différence entre hérédité épigénétique et mitotique? Donc là, il faut distinguer... Voilà, je vais lire un petit peu ce que j'ai élaboré. Donc dans les cellules somatiques, qui sont toutes les cellules du corps sauf les cellules germinales à l'origine des gamètes, les modifications épigénétiques peuvent être propagées d'une cellule à une autre au cours de la division cellulaire mitotique. Donc je vais lire déjà ça et ensuite je vous montre la diapo d'après qui illustre ça de façon plus claire. Ceci est la transmission mitotique et non de l'héritabilité épigénétique. C'est-à-dire quand une cellule se divise pour donner deux cellules absolument identiques. C'est un petit peu différent pour les cellules germinales, où là, il est maintenant reconnu que les modifications épigénétiques peuvent également être propagées lors de la méiose. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait que la méiose,
où là il y a une division, il y a une séparation des chromosomes, on pensait que le patrimoine épigénétique était perdu. Donc là, ça va se clarifier un petit peu sur cette diapo. Donc là, vous avez le processus de mitose et le processus de méiose. Donc la mitose, c'est typiquement une cellule qui se divise pour donner deux cellules filles absolument identiques. Donc il y a une duplication complète de tous les chromosomes qui sont répartis de façon identique dans deux cellules filles semblables. Donc au niveau épigénétique, c'est simple parce que vous avez le patrimoine épigénétique là sur ces chromosomes. Chaque chromosome est dupliqué, le patrimoine épigénétique est reproduit, et puis chaque cellule fille hérite de sa petite collection de chromosomes. Donc deux chromosomes pour une paire de chromosomes de chaque chromosome. Et le patrimoine épigénétique est absolument identique dans chaque cellule fille, qui est la reproduction fidèle du patrimoine épigénétique de la mère. Par contre, lors de la méiose, donc la méiose, c'est un processus de division cellulaire, de fission, c'est plutôt de la fission cellulaire, où là, par contre, les chromosomes sont divisés. C'est pour fabriquer les cellules germinales. On part d'une cellule diploïde, qui a deux copies de chaque chromosome, et on forme 4 cellules haploïdes. Donc chacune a une seule copie de chaque chromosome. Et ça, c'est pour faire les cellules germinales. Je crois que j'avais un petit texte là. Voilà. Donc la méiose est différente parce que là, il y a une séparation des chromosomes. Donc c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui pensaient que si les chromosomes sont séparés, donc vous avez dans cette cellule mère donc une paire de chromosomes pour chaque chromosome, et ils se séparent comme ça. Donc si c'était ce chromosome-là qui avait le profil épigénétique, celui-ci, qui est hérité par une autre cellule, une autre gamète, ne va pas avoir de profil épigénétique. Mais en fait, ce n'est pas le cas. En fait, maintenant, on sait que même lors de la méiose, si le profil épigénétique de cette cellule mère va être reproduit dans chacune de ces cellules individuelles. Donc, ce qui permet, par conséquent, d'envisager la possibilité d'héritabilité épigénétique par les cellules germinales. Il y a un concept également qui est extrêmement important, qui est l'héritabilité manquante des maladies génétiques. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a des tas de maladies, surtout des maladies psychiatriques complexes, comme la dépression, la schizophrénie, borderline, les maladies de borderline, où malgré des décennies d'analyses qu'on appelle Genome-Wide Association Studies, donc c'est je pense que vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, c'est des analyses génétiques d'association entre certaines mutations, certains SNP, certains polymorphismes et des maladies. Donc malgré des tas d'analyses qui ont été faites sur des cohortes différentes dans différents pays, ces maladies complexes, on n'a toujours pas de base génétique. Il n'y a toujours pas de gène de la dépression, il n'y a toujours pas de gène de la schizophrénie. Donc ce qui a amené à conclure que c'est probablement pas un gène seul, c'est plusieurs gènes, et que même si c'est plusieurs gènes, après toutes ces analyses, on aurait dû les découvrir, même s'il y en a 3, 4, 5, on aurait dû les découvrir. Donc, mais en fait, maintenant, on reconnaît que c'est une combinaison de facteurs génétiques, donc des gènes qui sont peut-être mutés, qui ont des polymorphismes, par exemple, qui confèrent une certaine susceptibilité. Et c'est ces susceptibilités génétiques qui, lorsqu'elle est combinée avec des facteurs environnementaux, va donner les conditions qui vont conduire au développement de la maladie. Donc c'est vraiment purement une combinaison, comme je vous expliquais au début, la contribution, le mélange entre le génome et l'épigénome. Et ça, je pense que c'est un concept qui est relativement bien accepté aujourd'hui. Le fait que les maladies complexes, même des maladies psychiatriques, sont d'origine génétique et épigénétique. Et comme je vous parlais des jumeaux monozygotes, c'est aussi un bon exemple. Il y a pas mal d'analyses qui ont été faites de jumeaux qui ont été élevés dans des conditions différentes, et ça arrive relativement fréquemment que l'un va développer une schizophrénie alors que l'autre ne va pas la développer. Donc ça indique que ce n'est pas génétique, ça ne peut pas être génétique, c'est une influence de l'environnement. Donc comment est-ce que l'hérédité épigénétique se produit? Le patrimoine épigénétique, il y a un problème à la base, c'est que c'est connu depuis bien longtemps que lors de la méiose et lors du développement d'un embryon, il y a des mécanismes de reprogrammation, c'est-à-dire qu'on efface toutes les marques épigénétiques
de façon à rendre l'embryon totipotent, on appelle ça, c'est-à-dire que s'affranchir de toute l'influence du passé des parents pour repartir sur des bases saines, des bases propres. Ça, c'est un concept qui était un petit peu exagéré, parce que la plupart des gens qui travaillent dans le domaine pensaient qu'il y a une reprogrammation complète. Or, c'est pas vrai, parce que je vous ai parlé des gènes à empreinte parentale. Les gènes à empreinte parentale conservent une mémoire de la copie maternelle ou la copie paternelle. Donc forcément, s'il y a des marques qui ont dû être conservées, qui n'ont pas été reprogrammées, il y a un souvenir qui a été maintenu. Donc ça indique qu'il doit y avoir des mécanismes qui permettent de conserver une mémoire du patrimoine épigénétique des parents, d'une part. D'autre part, il y a des recherches un petit peu plus récentes qui ont montré en effet que certains gènes échappent aux mécanismes de reprogrammation. Et je vais vous montrer des exemples dans le cours suivant, des gènes par exemple qui sont altérés par des stress précoces, dont le profil épigénétique est modifié et dont les modifications ou les altérations vont être conservées et transmises aux générations futures. Là, je vais aller rapidement vous montrer deux exemples d'hérédité épigénétique, des exemples expérimentaux, l'effet de l'alimentation et de l'allèle agouti. Je vais peut-être aller rapidement parce que je crois que l'intervenant suivant va en parler également. En tout cas, quelqu'un aussi a mentionné ce matin l'existence de ces études sur des populations en Hollande qui ont été soumises à l'embargo nazi. Je crois que c'était Dominique qui a mentionné ça. Enfin, bon. Oui, voilà, Monsieur Fénichel. Il y a une autre étude qui a été faite, qui ressemble à ce genre de concept, qui a été faite en Suède, qui s'appelle l'étude Överkalix. C'est dans un village dans le nord de la Suède, où c'est une étude assez systématique qui a été faite chez des gens et leur descendance, qui concerne l'application de l'alimentation des gens à travers les générations. En tout cas, c'était l'alimentation des grands-parents. L'hypothèse, c'était que l'alimentation des grands-parents influe l'espérance de vie et le développement de certaines maladies à la deuxième génération. Et ce qui a été publié dans cette étude est une démonstration que la quantité la richesse en graisse, le fait d'avoir un régime hypocalorique a des conséquences sur le développement de maladies métaboliques chez les descendants directs, mais également chez les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Donc il y a toute une littérature par différentes personnes, Marcus Pembrey étant un des précurseurs et une des personnes qui a le plus travaillé sur cette question, donc qui montre que l'alimentation des grands-parents influe les conditions physiologiques, la santé et la susceptibilité aux maladies des générations futures. Je passe vite. Sur un exemple expérimental. Ça, c'est vraiment le premier exemple expérimental qui a été publié en 1999 par le labo de Emma Whitelaw en Australie, qui démontre comment l'alimentation peut influencer des traits caractéristiques à travers les générations. Et là, ce qui a été fait, c'est ils ont utilisé un gène en particulier qui s'appelle le gène agouti, qui détermine la couleur du pelage des animaux. Donc le gène agouti, lorsqu'il est actif, donne un pelage brun, donc couleur agouti, et lorsqu'il est inactif, ça donne plutôt un pelage jaune. Et ce gène, dont vous voyez un schéma ici, dans le promoteur, il y a un rétrotransposant, donc c'est une petite séquence qui est, parasite en quelque sorte, qui va perturber l'expression du gène. Et ce rétrotransposant, qu'on appelle aussi IAP, il est soumis à la méthylation de l'ADN. Il peut être méthylé. Et s'il est méthylé, il est inactivé, donc son influence est annulée, son influence négative est annulée. Par contre, s'il n'est pas méthylé, il va perturber l'expression du gène agouti. Et ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont nourri des femelles gestantes avec une alimentation qui était riche en méthyle. C'est-à-dire qu'ils ont favorisé la méthylation du rétrotransposant pour annuler son interférence du gène agouti. Et ce qu'ils ont vu, c'est que chez les petits,
des mères qui avaient reçu cette nourriture riche en méthyle, qui était censée supprimer l'interférence négative du rétrotransposant sur le gène agouti, ils ont vu qu'il y avait un biais vers la couleur agouti. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de petits qui avaient le pelage couleur agouti. Ce qui montrait qu'il y avait beaucoup plus de petits qui avaient le gène agouti qui était normal. Parce que le rétrotransposant avait été bloqué par les résidus méthyles que la mère a mangé dans sa diète. Donc ça montre vraiment un effet direct de l'alimentation sur l'activité d'un gène particulier qui là en l'occurrence est visible parce que ça détermine la couleur du pelage. Donc ça c'est vraiment l'exemple le plus marquant, le plus visuel. Maintenant il y a toute une gamme d'autres exemples, vous en avez entendu parler ce matin. Par exemple cette étude du labo de Michael Skinner qui a montré les effets négatifs de la vinclozoline. C'est ce fongicide qui est utilisé en agriculture et surtout dans les vignobles, qui, lorsqu'elle est injectée une seule fois à une rate gestante, à forte dose, soit forte dose, mais une seule injection à une rate gestante est suffisante pour altérer la formation des organes génitaux. Ça n'altère pas la fertilité, les animaux continuent à être fertiles parce qu'ils ont pu produire plusieurs générations, mais ça provoque des altérations de la formation des organes génitaux et une susceptibilité augmentée au cancer, des maladies métaboliques, sur plusieurs générations. Je crois qu'ils ont même travaillé jusqu'à la 6e génération. Donc ça, c'est un exemple très marquant, mais il existe des tas d'autres d'exemples avec différents composés dont vous avez entendu parler ce matin. Donc quels sont les mécanismes? Dans l'environnement, comment est-ce que les facteurs environnementaux peuvent altérer le patrimoine épigénétique des cellules germinales de façon permanente, de façon tellement robuste et stable, à ce que ça soit transmis à travers les générations. Donc ça, c'est un domaine de la biologie qui est également plutôt inexploré. Là, c'est assez d'avant-garde, on peut dire, parce que les mécanismes dont je vais vous parler restent encore, les preuves sont encore relativement minimes, mais les preuves qui existent sont assez solides. Donc il y a 3 mécanismes épigénétiques plausibles. Parce qu'on sait qu'ils existent déjà dans les cellules germinales. Donc là, je vous ai mis un schéma d'une cellule de spermatozoïde, juste pour illustrer l'existence de ces 3 mécanismes. Donc c'est les 3 mécanismes dont je vous ai déjà parlé, la méthylation de l'ADN, des modifications post-traductionnelles des protéines histones et les petits ARN non codants. Donc dans les cellules de sperme, il y a de la chromatine, et on sait que la chromatine peut être méthylée. On sait aussi que les protéines histones dans les cellules de sperme peuvent être modifiées. Et on sait aussi, c'est très récent, le premier papier chez l'homme a été publié il y a moins de 2 ans, on sait qu'il existe des tas de petits ARN dans les cellules de spermatozoïdes. Donc, ces 3 mécanismes potentiels. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire comment est-ce que chacun de ces mécanismes pourrait intervenir. Et dans le cours suivant, je vais vous montrer un exemple de leur intervention réelle en relation avec le stress. Je vais peut-être aller très rapidement là. Oui, je vais peut-être juste vous montrer ça. C'est juste pour vous indiquer qu'au niveau de la méthylation de l'ADN, il y a des tas d'analyses qui ont été faites par des biologistes de la reproduction sur le profil de méthylation de l'ADN dans les cellules germinales, donc mâles ou femelles, et l'évolution de la méthylation de l'ADN au cours du développement. Donc, sachez que les cellules germinales mâles et femelles sont méthylées, qu'il y a un profil de méthylation spécifique, que ce profil est à peu près connu et qu'il est susceptible aux facteurs environnementaux, bien entendu, et qu'une fois qu'il y a fécondation, donc formation du zygote, il y a tout un tas d'étapes de régulation de la méthylation de l'ADN, donc au cours du développement. Donc là, si on a gamètes, la fertilisation, l'implantation, ensuite toutes ces étapes de fabrication des futures cellules germinales et du développement de l'embryon. Donc vous voyez, ça c'est les niveaux de méthylation d'ADN sur tout le génome. Et vous voyez que
il y en a des quantités, la méthylation d'ADN est assez importante dans les cellules germinales mâles et femelles, qu'après la fécondation, ça diminue. Ça correspond à la reprogrammation dont je vous ai parlé. Il y a un effacement, pas total, mais il y a un effacement assez important du patrimoine épigénétique, de la méthylation de l'ADN en particulier. Donc c'est effacé, et ensuite c'est rétabli tout doucement. Le rétablissement de ces marques est très peu connu. On ne sait pas comment est-ce que les enzymes dont je vous ai parlé savent où remettre les résidus méthyl sur l'ADN. Mais il y a un code quelque part, il y a une mémoire de ces résidus. Donc reméthylation progressive, et ensuite il y a une deuxième phase de déméthylation qui intervient, qui là est encore un tout petit peu plus prononcée que la première, et ensuite reméthylation qui va ensuite rester relativement permanente jusqu'à des stades ultérieurs de développement. Donc là, quand je vous dis qu'il y a une reprogrammation assez importante, encore une fois, il y a certains gènes, certains loci dans le génome qui, eux, ne sont pas reprogrammés, ne sont pas effacés. C'est ce qui permet la transmission à travers les générations. Juste pour votre information, l'ADN, dont maintenant vous connaissez bien la structure, l'ADN dans les cellules germinales mâles est complètement différent. Parce que les cellules germinales mâles, les spermatozoïdes, sont très petits et portent tout le patrimoine génétique de l'individu futur. Donc c'est extrêmement important de le protéger au maximum. Parce que toute intervention qui pourrait conduire à une mutation va avoir des conséquences pour l'individu qui va être issu de cette cellule de sperme. Donc il y a tout un mécanisme de condensation du génome dans les cellules de spermatozoïdes qui permettent de le protéger. Et une des étapes de ce mécanisme, c'est de remplacer les protéines histones, maintenant que vous connaissez bien, par d'autres protéines qui sont beaucoup plus petites, qui s'appellent des protamines. Donc c'est un processus compliqué qui prend un petit peu de temps, mais les protéines histones sont remplacées par les protamines. Les protamines sont toutes petites, ça permet de condenser la chromatine de façon très, très dense, qui permet de gagner de l'espace. Donc ça, c'est aussi une question qui est extrêmement importante, parce que là, je vous ai montré qu'on sait quelles sont les modifications sur les protéines histones. Par contre, les modifications sur les protéines, il n'y a absolument rien de connu. On ne sait pas, déjà il y a quelques temps, on ne savait pas si ça existait, et si ça existe, on ne sait pas lesquelles. Donc c'est une question que nous, dans mon laboratoire, on s'est intéressé à cette question, et récemment, on a fait une analyse en utilisant de nouveau la spectrométrie de masse. On a analysé les protamines dans les cellules de sperme de mâles adultes, et on a découvert qu'il y a environ 10-12 modifications qui peuvent intervenir sur ces protamines. Qu'elles aient un rôle dans la transmission épigénétique, ça on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est la première preuve que les protamines dans les cellules spermatozoïdes peuvent être également modifiées, modifiées épigénétiquement. Oui, ça c'est. Je vais peut-être passer rapidement là-dessus. C'est juste pour vous dire ce qui est connu sur. Voilà, je vais peut-être passer à ça. On sait, les biologistes de la reproduction qui s'intéressent à l'épigénétique ont aussi, eux, examiné le profil de méthylation, d'acétylation, des différentes modifications post-traductionnelles des protéines histones au cours du développement. Il y a quasiment rien qui a été fait sur les cellules germinales elles-mêmes, mais par contre, au cours du développement, ce sont des analyses qui ont été faites. Et vous voyez par exemple cette marque-là, en particulier, donc une méthylation de la lysine 9 sur la protéine H3. Elle est relativement importante dans le noyau, enfin dans l'œuf très tôt, et ensuite ça diminue progressivement. Vous voyez qu'en fonction de ces modifications, le profil, le décours temporel et la quantité de ces modifications post-traductionnelles des protéines histones varient. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont connues sur les modifications post-traductionnelles des protéines histones dans l'embryon au cours du développement. Le troisième mécanisme potentiel, c'est les petits ARN non codants. Et là, c'est pareil, c'est un domaine qui est extrêmement nouveau. Et je vais vous dire juste quelques mots. Donc, ça a été découvert il n'y a pas tellement longtemps qu'il existe de nombreux micro-RNA dans les cellules de sperme. C'est également le cas dans les oocytes adultes, et qu'on sait qu'ils régulent des tas de gènes et qui sont essentiels à la survie et à la prolifération des cellules germinales. Et ils sont nécessaires aussi à la spermatogénèse, c'est-à-dire à la formation, enfin à la synthèse des cellules germinales.
Ça, c'est une table qui est extraite d'un article qui, justement, a examiné les petits ARN dans les cellules germinales mâles. Donc ça, c'est le nom des petits ARN et où ils sont exprimés, à quel moment et quelles sont leurs fonctions possibles. Donc, comme je vous disais, fonctions dans la différenciation, dans la prolifération des cellules germinales. Ça, c'est vraiment, encore une fois, un domaine de recherche qui est assez inexploré. Donc voilà, je vais en terminer là pour la première partie du cours. Je suis désolée, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu.